Ensuite, nous aurons sous le titre de Faut-il repenser la discipline psychiatrique d'Idana, psychiatre, ex-chef de service et psychanalyste, cercle freudien. Enfin, Nicolas Gougoulis, qui est psychiatre, psychanalyste SPP, nous fera une intervention sur un diagnostic, pourquoi faire, point d'interrogation. Ça, j'ai présenté tout le monde pour... Tout à l'heure, j'en ai besoin qu'il y ait pas. C'est monsieur... Donc, bonjour à tous. Donc, au tournant des années 2000, les recherches en psychiatrie biologique avaient fait naître un grand espoir. On allait découvrir les causes des maladies mentales, on allait du coup avoir des biomarqueurs pour affiner le diagnostic ou le préciser. On allait enfin découvrir de nouveaux médicaments. C'est pas le moment de bref, Non, au total. vous inquiétez pas. Voilà. Et au total, donc, la psychiatrie allait devenir une spécialité médicale comme les autres. Bon, ça c'était au début des années 2000. Maintenant, où en est-on? Alors, contrairement aux promesses de ces années 2000, eh bien, on n'a toujours pas de biomarqueurs, pas de tests génétiques, pas d'imagerie cérébrale qui peut être utilisée pour faire les diagnostics. Les médicaments dont on dispose sont des molécules qui ont été découvertes dans les années 50 et 60, ou bien des molécules filles de ces molécules. Depuis 50 ans, on n'a pas découvert de nouveaux sites thérapeutiques. Et du coup, l'industrie pharmaceutique en a tiré les conclusions. Les grands laboratoires ont fermé les uns après les autres leurs centres de recherche. Bon, donc on en est là, et faut-il s'en étonner? Je veux dire que si on compare avec la recherche sur le cancer, il faut quand même garder l'ordre de grandeur. Dans les années, en 1971, Nixon a ouvert le plan cancer et a dit on va mettre 25 milliards de dollars et vous verrez, il n'y aura plus de cancer dans 10 ans. Bon, que nous disent les cancérologues 50 ans après, c'est que c'est beaucoup plus compliqué qu'on pensait. Bon, alors, comparons avec les troubles mentaux. Je veux dire, le cerveau, par rapport au cancer, c'est vraiment un tout petit problème, tout simple par rapport au cerveau. Donc, il ne faut pas s'étonner qu'effectivement, les neurosciences n'aient abouti à rien, et à mon avis, ça n'a pas changé dans les années qui viennent. Du coup, que disent les experts? Alors là, je vous cite d'abord Stephen Iman, qui a dirigé le National Institute of Mental Health de 1996 à 2001, et voilà ce qu'il écrivait en 2018. Même si les neurosciences ont prospéré ces dernières décades, les difficultés sont telles que l'analyse neurobiologique des troubles psychiatriques a largement échoué. Son successeur, Tom Insel, il a dirigé le National Institute of Mental Health de 2003 à 2015. Pendant son mandat, cet institut a dépensé en recherche 20 milliards de dollars. Et voilà ce qu'il écrit dans une interview le 22 février pour le New York Times, le 22 février 2022, donc c'est pas vieux. Pour l'essentiel, les recherches en neurosciences n'ont pas encore bénéficié aux patients. Et souligne, les USA sont le pays qui a le plus dépensé en recherche en neurosciences et en psychiatrie biologique, mais aussi le pays qui se distingue par l'état lamentable des personnes souffrant de troubles mentaux. Et enfin, dernière citation d'experts. Gardner et Kleman, c'est deux psychiatres de Harvard, et ils ont écrit un article d'opinion dans la plus prestigieuse de toutes les revues biomédicales, le New England Journal of Medicine. C'est paru le 31 octobre 2019. Voilà ce qu'ils écrivaient. Paradoxalement, bien que les limitations des traitements biologiques soient largement reconnues par les experts en la matière, le message qui prévaut pour le grand public et le reste de la médecine est encore que la solution aux troubles mentaux consiste à faire correspondre le bon diagnostic au bon médicament. Par conséquent, les diagnostics psychiatriques et les médicaments psychotropes prolifèrent sous la bannière de la médecine scientifique, bien qu'il n'existe aucune compréhension biologique approfondie des causes des troubles psychiatriques ou de leur traitement. Le problème n'est pas simplement une question d'intégrité scientifique et intellectuelle, cet état de fait influence la formation des soignants et le remboursement des soins, il nuit gravement aux patients et aux praticiens. Donc on voit là, pour la première fois dans une revue vraiment de tout premier plan,
écrit noir sur blanc que la psychiatrie biologique tient un double discours. Et moi, avec mes collègues, depuis 12 ans, on étudie comment ce double discours est tricoté. Et c'est ce que je vais vous... Donc, je vais vous en donner quelques éléments. La première cause de ce double discours tient au processus de publication. Quand les chercheurs cherchent une relation entre ceci et cela, s'ils ne trouvent pas de relation, eh bien, ils ne publient pas. Donc, par voie de conséquence, sur une nouvelle question, la première publication va toujours être, presque toujours, proposer un résultat beaucoup plus spectaculaire que les études ultérieures. Au total, si on considère l'ensemble des études en biomédical, grosso modo, on estime qu'une étude initiale sur 2 est invalidée par les études ultérieures. Mais dans certains domaines, c'est beaucoup plus que ça. Par exemple, les études d'association génétique entre un facteur génétique et puis un trouble mental, nous avons, avec mes collègues, épluché 46 études initiales. Sur ces 46 études initiales qui affirmaient une association significative, hein, sur ces 46 études initiales, seulement 3 ont été confirmées par les études ultérieures. Donc, il faut bien garder à l'esprit que les recherches biomédicales, celles qui sont publiées, y compris dans les revues les plus prestigieuses, surtout si c'est des études initiales, sont très incertaines. Beaucoup vont être contredites par les études ultérieures. Bon, est-ce que c'est choquant, ce processus? Ben non, la science avance comme ça, avec des études initiales prometteuses, et puis après, eh bien, ça confirme ou ça ne confirme pas. Le problème ici, il n'est pas scientifique, il est médiatique. Parce que, comme les études initiales sont plus prometteuses que les études ultérieures, les études initiales vont avoir tendance à être publiées dans des revues plus prestigieuses que les études ultérieures. Résultat, puisque c'est paru dans une revue prestigieuse, les institutions, les revues font des communiqués de presse. Ces communiqués de presse sont repris par les journalistes sans du tout vérifier si c'est initial ou pas. Et du coup, les médias, les médecins en entendent parler. Inversement, les études ultérieures, elles sont publiées dans des revues moins prestigieuses et du coup, ça explique que les journalistes n'informent jamais le public quand une étude ultérieure, initiale qu'ils ont rapportée, qu'ils ont mis en avant, quand cette étude initiale a été invalidée, ils n'en parlent pas. Par exemple, la vulnérabilité génétique conférée par le gène qui code pour le transporteur de la sérotonine, la forme courte de ce gène, hein, a été mise en avant dans un article publié en 2003 dans Science, disant là c'est la preuve qu'on a une vulnérabilité génétique vis-à-vis de la dépression. Les porteurs de cette forme courte, s'ils sont soumis à du stress, qui ne l'est pas, eh bien ils vont faire une dépression. Les études ultérieures ont effectivement confirmé que le stress est un facteur de dépression, mais ils n'ont pas confirmé cette vulnérabilité génétique. En 2009, il y a eu une méta-analyse qui a dit ben non, il n'y a pas cette vulnérabilité génétique, ça ne tient pas la route. Eh bien, pourtant, c'est encore actuellement dans les médias et même dans la littérature scientifique présenté comme un fait établi qu'il y a une vulnérabilité génétique conférée par cette forme courte. La deuxième source importante de distorsion du discours tient au biais d'interprétation. Alors en fait, il y a deux biais que je voudrais signaler. Le premier, c'est qu'en psychiatrie biologique, les effets, quand il y en a, quand ils sont confirmés par les études ultérieures, sont toujours petits. Qu'est-ce que je veux dire par petit? Prenons un exemple. Il y a une énorme étude qui a comparé 7609 sujets témoins et 1888 patients souffrant de dépression. Et ils ont regardé dans tous les sens du cerveau s'il y avait une différence de taille pour telle ou telle structure. La différence la plus énorme qu'ils ont réussi à mettre en évidence, qui est statistiquement significative, c'est l'épaisseur du cortex orbitofrontal. En moyenne, les déprimés ont une épaisseur plus petite, inférieure de 25 microns, soit l'épaisseur d'un cheveu. Et cette différence en moyenne, il faut la comparer avec la variabilité.
Or, la variabilité chez les témoins, qui est exprimée par la déviation standard, c'est 280 microns. Autrement dit, même si cette différence de 25 microns est statistiquement significative, elle n'a aucune signification clinique. On ne peut pas espérer, on n'arrivera jamais à trouver un bout du cerveau qui est différent sur telle personne déprimée par rapport à tous les autres témoins. Ça ne pourra pas nous aboutir à un test biologique, un marqueur biologique. Donc ça, c'est le premier problème. Le problème, c'est que dans les publications scientifiques, quand les chercheurs trouvent cette différence de 25 microns, ils publient dans une... Là, c'était publié dans JAMA Psychiatrie, je crois, enfin bon, vraiment, dans une grande revue. Et ils disent, là, la découverte est super importante. En quoi elle est importante? Elle ne sert à rien. Bon, mais ça, ils ne vont pas le dire. Ils vont dire 25 microns, c'est statistiquement significatif. Ils ne préciseront pas dans en tout cas le résumé et la conclusion que ça n'a aucun intérêt clinique. Et du coup, les journalistes qui reprennent l'information, eh ben, ils disent super découverte. Deuxième point, une association ne prouve pas une cause. Hein. Prenons par exemple la dépression chronique. Il y a eu toute une série d'études qui montrent que chez les déprimés chroniques, l'hippocampe est plus petit que chez les patients, que chez les témoins, à condition de prendre des milliers de personnes, plus petit de 1,2%. La variabilité spontanée de la taille de l'hippocampe, c'est de l'ordre de 8 à 9%. Là encore, c'est absolument aucun intérêt clinique. Mais tout de même, ce qu'il y a d'intéressant dans cette histoire, c'est que cette diminution de la taille de l'hippocampe est observée uniquement chez les déprimés chroniques, mais n'est pas observée chez les patients qui se présentent pour un premier épisode dépressif. Autrement dit, le fait que l'hippocampe devienne plus petit chez les déprimés chroniques, ça a bien plus de chances d'être la conséquence du trouble que sa cause. Et donc, malheureusement, beaucoup de publications scientifiques décrivent des associations, suggèrent que ça pourrait être la cause, et bien évidemment, les journalistes, alors là, renchérissent. Ah, on a trouvé la cause mettons du TDAH, sous prétexte que l'amygdale des enfants TDAH est plus petite de 1,2%. Hein. Donc, ces deux problèmes d'interprétation, le problème, c'est qu'ils se retrouvent je veux dire, finalement, au total, tous ces problèmes, ils apparaissent dès les publications scientifiques. Les journalistes ne font qu'amplifier ces problèmes de distorsion de discours. Hein. Alors, est-ce que ce discours des neurosciences a un impact? Premièrement, oui, au sens qu'il renforce un point de vue biomédical sur les troubles mentaux. Autrement dit, il persuade les médecins et la population que c'est des maladies du cerveau. Mais quelles sont les conséquences de cette conception-là? Premièrement, hein, les tiers qui adhèrent à cette conception, en fait, ils sont plus rejetants vis-à-vis des patients. Ils sont plus pessimistes. Ils vont penser que ces patients ne changeront jamais. Autrement dit, pour la stigmatisation par les tiers, c'est pas bon du tout. Ensuite, les soignants qui sont persuadés que c'est des maladies du cerveau, eh bien, ils ont moins d'empathie vis-à-vis des patients que s'ils pensent à des causes plutôt plus psychologiques. Tout ça, ce que je vous dis, c'est des études sociologiques solides qui ont montré ça. Hein. Et puis, troisièmement, les patients qui sont persuadés qu'ils souffrent d'une maladie du cerveau, ils vont s'en remettre plus passivement aux médicaments, ils vont être beaucoup moins enthousiastes avec les psychothérapies, et puis il y a même des études qui ont montré que même s'ils prennent des antidépresseurs, ils vont moins guérir s'ils sont vraiment persuadés que c'est des maladies du cerveau. Bref, au total, c'est bon pour rien du tout, cette conception biomédicale, c'est du maladie du cerveau. Le problème, c'est que par contre, cette conception, elle gagne du terrain. Elle était moins importante statistiquement dans les années 90 que maintenant. Les derniers résultats que je connais, c'est des résultats de 2010 à peu près,
qui disent que à peu près 2 tiers des citoyens en Europe ou en France, en Europe ou aux États-Unis, sont persuadés que les troubles mentaux, c'est des maladies du cerveau. Mais vous ne m'avez pas donné en anglais. Il est sur la clé. Ah, il est sur la clé. Alors, est-ce que ça veut dire que la Alors, recherche attendez, la recherche scientifique n'a rien apporté à la psychiatrie? Alors, à mon avis, pas tout à fait. Premièrement, eh bien, tous ces travaux en neurosciences ont permis d'éliminer les causes supposées initialement. Par exemple, on sait que la schizophrénie, on ne trouvera pas le gène de la schizophrénie. C'est exclu maintenant. Hein. Deuxièmement, les explications basiques, simplistes, par exemple la dépression, c'est un déficit de sérotonine, ces explications ont été maintenant complètement invalidées. Donc, ça c'est le premier point. On sait ce qu'on ne sait plus pas maintenant. Deuxièmement, c'est intéressant finalement les histoires d'imagerie cérébrale qui montrent qu'en fait les différences sont toujours, si on les cherche, elles sont toujours minimes en moyenne et elles sont tellement minimes par rapport aux variations spontanées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le cerveau parfait normal n'existe pas. Hein, et que donc c'est terminé, il ne faut pas compter sur l'imagerie cérébrale pour devenir un outil de biomarqueur. Hein. Et puis, le troisième point, c'est que si on combine toutes ces recherches, l'épidémiologie, la sociologie, les études en neurosciences, la neurogénétique, eh bien, tout ça, ça converge vers une conclusion qui est que les risques génétiques, l'influence génétique sur les troubles mentaux est de plus en plus faible par rapport aux influences environnementales. Je vous donne un seul exemple. C'est un article de Tapar et Ruther. Ils ont rassemblé tout un tas d'arguments et ils en viennent à la conclusion que la transmission intergénérationnelle de la dépression, hein, parce qu'il y a des familles de déprimés, hein, et ben, ce n'est pas génétique. Au contraire, cette transmission, selon eux, elle est purement sociale et environnementale. Et c'est une conclusion forte, parce que Anita Tapar a été l'une des pionnières de la neurogénétique des troubles mentaux dans les années 2000. Hein. Or, elle aboutit à cette conclusion-là. Au total, donc, tous ces résultats m'incitent à dire qu'il faudrait repenser la psychiatrie à partir justement de cet échec de la psychiatrie biologique. Parce que finalement, la psychiatrie du 19e et du 20e siècle était en partie fondée sur l'idée qu'il y a des causes, enfin, il y a des tendances familiales qui sont bien évidemment vraies. Or, ces tendances familiales, il y a des familles à TDAH, des familles à dépression, etc. Eh bien, ça n'est pas génétique, ou bien c'est faiblement génétique. Et donc, qu'est-ce qu'on peut en tirer? La psychiatrie doit donc s'écarter, selon moi, du modèle biomédical pour penser, et c'est ce qu'avait dit Jim Van Os, beaucoup plus à la prévention. C'est quand même assez paradoxal que le TDAH n'arrête pas d'exploser en prévalence et qu'en même temps, hein, on fournit aux enfants et aux parents d'ailleurs tous les moyens pour avoir une attention de plus en plus faible. Je veux dire que la prolifération des écrans et de leur usage massif, ça a quand même des effets. Donc après, aller soigner, on ferait mieux de prévenir, hein, et de réfléchir un peu à limiter l'exposition des enfants et de leurs parents aux écrans. Donc, le dernier point que je voudrais évoquer, il est un peu, je m'écarte un peu de ma compétence, mais un peu philosophique, je dirais. Parce que souvent, les psychiatres et les neuroscientifiques mettent en avant, oui, bon, d'accord, on n'a pas la preuve que c'est des maladies du cerveau, mais de quoi voulez-vous que ce soit? Hein, forcément, il n'y a que le matériel, les comportements, tout ça, bah, il faut un cerveau, hein, donc c'est des maladies du cerveau, point final. Et autrement dit, la question c'est est-ce qu'on peut être matérialiste et en même temps s'écarter de ce neuroessentialisme? Comment faire, hein? Et là, je vous propose la réponse
Kenneth Kendler. Kenneth Kendler, c'est un psychiatre américain très connu, très respecté, et qui, lui, propose une solution qui est OK, on adopte un monisme ontologique, mais il faut aussi mettre en avant un pluralisme épistémologique. Qu'est-ce que ça veut dire? Il accepte, Kendler, il promeut que pour les troubles mentaux, il faut plusieurs niveaux d'explication. Dans certains cas, par exemple le syndrome de Retz, il y a une explication, tout ce qui est plus matériel, génétique en l'occurrence. Hein, mais pour d'autres troubles, eh bien, il faut aller aussi pêcher ailleurs. Enfin, il donne l'exemple suivant. Hein, une humiliation va pouvoir, bien sûr, laisser une trace dans le cerveau, hein, surtout si elle est répétée. Elle va aussi, dans certains cas, conduire à la dépression. Mais ce que dit Kendler, c'est que les neurosciences ne sont pas le bon niveau pour traiter de cette relation entre l'humiliation et la dépression. Donc, en conclusion, les diagnostics des troubles mentaux n'ont toujours pas de validité biologique, et à mon avis, ça ne va pas changer dans les années qui viennent. Donc, ça ne veut pas dire pour autant qu'ils soient inutiles. Hein. Par exemple, avant de prescrire un antidépresseur, il faut s'assurer que le patient n'est pas bipolaire. Donc, dans certains cas, le diagnostic peut être utile. Mais ce que je voudrais souligner, c'est que autant la validité biologique est quelque chose d'absolu, autant l'utilité, c'est relatif. Le diagnostic peut être utile ou pas, et de manière différente pour des épidémiologistes, des neuropharmacologues, un médecin à l'hôpital, un médecin en ville, des psychologues, des enseignants. Et du coup, si on présente le diagnostic de troubles mentaux comme des entités naturelles, au même titre que le diabète, eh bien, c'est mensonger, premièrement, et puis c'est socialement nuisible. Voilà. Oui, d'accord. Patrick, oui, ça marche. Patrick Bantman demande à un psychiatre d'enchaîner. Non. Non. Well, I shall try to speak English, but I apologize for my English. So after all, I wanted to tell you some story of my youthness. I was psychiatrist since 2 or 3 years, and I wrote an article what was called to cure or to class, you have to choose. It was an article about the interest, clinical interest, therapeutical interest of the diversity of patients in the same unit of hospitalization. I noticed that in that period where there were rather nurses around the patients, and if you organize each week meetings of the patients with the nurses and the psychiatrists, and if you take rather time to speak of what pass in the unit of hospitalization, diversity of patients was a richness for each patient.
it was possible to use this mix of illness. Well, so since this period, I noticed that many classifications occurs. DSM-3, 4, 5, CIM 10, and now 11. And something seems me strange, that it was that I quite never read some text which explains why a classification was better than the other. And I think that it's a question we can examine, no? Debate now. So what the classifications classify? Classifying is a logical operation what needs the implementation of two operations. First one, finding the association of sufficiently similar disorders of diseases. This operation is an operation a mind of psychiatrists do spontaneously. Ça existe, ça, spontaneously? When you work during years and years with patients, sometimes you think, oh, Mr. Machin seems a little to Madame Truc. And you make a link between the two patients, and this logical operation of discovering similarities is one of the logical time of building a classification. And the other time is distinguishing between the groupings of clinical pictures produced in the previous stage. So one time you have succeeded in that operations, you arrive to this table. Tableau, c'est table, non, un tableau. Bon, to this slide, who describe the 4 stages of clinical reasoning. So it's a table with 4 traits, and we are going to read it beginning by the up of the table. You read that on this trait you have symptoms, clinical signs. You know perhaps that French clinicians distinguish symptoms and clinical signs. Clinical signs are looking for by the physician, and symptoms are told by the patient. Also, you notice personality traits. And on the left side of the trait, I wrote symptoms. I wrote symptoms with a sigma Greek sigma, to indicate that psychiatrists of psychoanalytic orientation give importance to the symptoms. What are symptoms made for the clinician?
this idea is more simple, is simpler, well, more simple than apparently. A young mother say about his child, en français, il m'a fait une grippe. Comment tu traduis ça? Il m'a fait une grippe. He make a catharsis for me about his child. And that is a notion of, in French, symptom adressé. A symptom made for somebody. And during a therapeutic relation, it's something that occurs, and it's a little different than symptoms in classical sense. Second trait, you have syndrome and dimensions. Syndromes, you know that they are results of the operation of grouping symptoms between themselves. And all groupments are not possible. There is a limitative list of syndrome. For dimensions, it's the operation when you measure the intensity, the severity of the traits of personality. The trait en dessous, under, you have the three possibilities of diagnosis. Mental disorder, that is a relatively recent notion in psychiatry. It's a creation of DSM-3. Mental illness, with the classical category of diagnosis. Personality disorder. And under, you have a trait who correspond to the questioning about psychic organization or structure. And this structure can be so psychopathological, biologic, genetic, and we just hear Dr. Gonon, Monsieur Gonon, that said us that there are rarely biologic or genetic indications for structure. Well, I apologize yet for my English, but I draw relatively badly. I hope you recognize in the top of the table an eye. This is an eye. What eye? Your eye. Your eye, en français, le regard clinique. The eye with what you look at the patient. And I organize from up to down traits that are each time a little more difficult to see. What you see more easily, symptoms, clinical signs you look for, personality traits. Straight under, syndrome dimension, you have to think a little. Diagnosis, it's more work, intellectual work to find them. And finally, hypothesis about structure. Comment tu dis? Structure psychic, or a little more modestly, organization of the psychism. You notice that on the left of the table, I have indicated durations.
it's a little schematic, but it needs 3 hours to collect the symptoms, 3 weeks for identify syndrome or measure dimensions, 3 months for making a diagnostic of mental disorder, mental illness, or personality disorder, 3 years for making hypothesis about structure psychic. I am sure that here or by visioconference, some young colleagues or colleagues of other side of Atlantic Sea are plus rapides que moi, are faster than me. And so you can change it 2 hours, 2 weeks, 2 months. I meet a difficulty is that mental disorder needs less intellectual work than mental illness. It would be better to put him a little above this line and well, more faster. It's the same table. You begin to be familiar. Ouais. And I indicate that epistemologically there is 2 different modes of thought. If you go down in this table, you make raisonnement inductif, inductive reasoning. You notice symptoms, you have an intellectual operation of combination, combinatory operations to produce syndrome. Syndrome what doesn't collect all the symptoms and clinical signs, but well, you find one. And after you have a step more to produce diagnosis and more to make an hypothesis of about the structure. Et c'est un raisonnement inductif à partir des symptômes. If we hope, I don't know if François Gonon hope that, but if we hope finding some days a biological marker of mental illness, so you one day perhaps you can make a deduction, and you begin in the down of the table by indication biologic or genetic, and you can evaluate a risk of mental illness, a probability of encountering symptoms or clinical signs. One time you have ended to describe what are the intellectual operations. One time you have finished to describe what a psychiatrist notices about his patients and how he reasons to produce a diagnostic. You can describe what each classification takes into account and what it leaves out. It's very stimulating. Only then, when you have make a tour, faire un tour around about these operations, only then you are able to compare the different classifications. C'est le clou de la présentation.
For example, we can begin by CIM 10 and 11. Well, you notice that on the top straight, well, you have not the symptom adressé, the symptoms made for somebody, but you have symptoms, clinical signs, personality traits. There is an intermediary step of elaboration. You produce combinations of symptoms, you call them syndrome dimensions. And you déduire, no? Ouais. You deduce diagnosis of mental illness, you notice personality disorder. DSM-5 is very different. The top straight is the same, symptoms, clinical signs, personality traits. But the step of collecting the symptoms in syndrome, no, elle est sautée, elle n'existe pas. Elle est sautée, elle est skipped. The syndrome identification is skipped. Dimensions are evaluated in their intensity. And finally, you don't produce diagnosis of mental illness, but diagnosis of mental disorder and of personality disorder. So you cannot compare CIM-10 and DSM-5 without indicating that they don't speak about the same thing. French clinicians have recently produced a French classification of mental illness of adult. They give a place, you notice that in the first straight, they give a place to symptom adressé. The operation of producing a combination of symptoms called syndrome is done, and the diagnosis produced is mental illness. So you see that there is a parenté, there is a nearness with CIM-10. Oh merde. Overall, French classification is organized by structural considerations, and you can find in the result of the classification indication about psychopathological structure. One time you have distinguished the classifications, what are the qualities you have to try to identify for each one? Well, we have seen together the scope of what they take into account. Also, we have to say that the edge of the classification is considered that important. In French, l'expression tout nouveau, tout beau seem functioning for classifications. New one, beautiful one, it's a question. DSM-5 is more recent than DSM-4. Is it better? The extent of the consensus they formalize is important. For example, yesterday we hear that the description of the contributors of DSM-5 fill 15 pages of a book. Hundreds and hundreds of psychiatrists give an advice. The consensus that produce
the classification is a consensus who can be a consensus producing from the world, a subcontinent, a large country, comme la France, a country, clinical school, ça va pas, un courant clinique, comment je pourrais dire ça, a trend, a clinical trend, and overall, the operational qualities, et ça sera la fin de mon exposé. The operational qualities of the classifications have a big characteristic you have to know. Operational qualities conflict each one with each other. For example, sensitivity and specificity are contradictory qualities. You cannot have a classification good for sensitivity and good for specificity. C'est l'un ou l'autre. You have to choose what you want. If you can make the same remark about inter-rater variability and specificity. If you want to have a better specificity, so you lose about inter-rater variability. And finally, the inter-rater variability is in conflict with clinical validity. It's very important to notice that each classification have a sort of pedigree, on peut dire un pedigree, right? A sort of pedigree and have strong sides and weak sides. So I resume this consideration on this table. You saw that sensitivity is negative for specificity and clinical validity. You saw that specificity is good for clinical validity. This table had to be taught in each medical school in the world, but c'est pas enseigné. C'est dommage. So, ah oui, alors jeu de massacre. Comment on pourrait traduire jeu de massacre? I'm sorry. So I have now the cruelty, la cruauté. I'll be cruel with you. So I have now to be cruel with the classifications. In this table, I have indicated the qualities, operational qualities of each classification. We will begin by DSM-5. Sensitivity, enormous. The sensitivity of DSM-5, je connais ce mot, augmenté. Enhanced with the number of diagnoses possible. More you have diagnosis, and more you find things. But contributors of DSM-5 choose to privilege reliability interjudge. So we have to think about that. If you want that more frequently, more often, we will be agree. Well, so it would be easier if you choose category very flu, very comment tu dis?
D'accord, mais il y a des gens en visio, non? Ils parlent anglais, peut-être. Well, if you have categories with weak frontiers, weak frontiers, so it's more easier to be agree. For example, if you notice trouble anxio-dépressif, disease with anxiety and depression, well, for the physicians, it's more easy to make this diagnosis. And ça va plaire à François Gonod. And Big Pharma is very happy because it produces more diagnosis. And les actionnaires de Big Pharma sont contents. Donc, le DSM-5 have very bad performances about specificity and clinical validity. If we look at the CIM-10, so it's different. Specificity is better, clinical validity is better, but reliability interjudge is relatively bad, and sensitivity is also relatively bad. For ending, French classification choose to privilege clinical validity and specificity, who are good, but reliability is relatively bad and sensitivity is weak. Thank you for your attention. I was abandoned by my automatic translator yesterday. So the diaporama is okay, but I didn't produce English text, the text in English, sorry. Thank you very much, Mr. Audier. May I speak in French? No. You understand French? Donc, et c'était remarquable parce que tu as vraiment pu mettre en place de façon graphique, mais aussi intelligible, les impasses des classifications. Bravo, c'était vraiment formidable. Et puis bravo pour ta performance en anglais, parce que je sais que tu as fait ça pour les gens qui sont en Zoom, donc c'est très sympathique de ta part. Alors maintenant, on a donc eu 2 interventions, quelques questions, et après on va passer aux 2 autres interventions. Qui veut parler Oui, alors Louis Sierra. Alors pour Monsieur Gonon, donc merci beaucoup pour votre exposé. Alors juste la question c'est, vous avez conclu repenser la psychiatrie à partir de cet échec de la psychiatrie biologique. Actuellement, vous savez comme chacun d'entre nous ici que la psychiatrie biologique détermine totalement les orientations de soins de nos gouvernants. En tout cas en France, c'est une évidence, mais dans d'autres pays. Et une autre question à Bernard Audier. To cure or to class, quelles conséquences sur le plan, comment dire, de la relation avec le patient, avec la personne, et dans le transfert? C'est voilà les 2 questions que je voulais poser. Oui, une remarque brève. On est toujours content d'entendre François Gonon démystifier ce qui se veut scientifique. Mais la question de ne pas confondre les causes et les conséquences peut aussi nous concerner, nous. Je rappelais tout à l'heure la naïveté psychanalytique de considérer que l'environnement faisait la psychose ou l'autisme de l'enfant. Il a fallu attendre 1978 pour que
Michel Soulet disent l'enfant vient du froid et non pas la mer frigidaire. C'est-à-dire renverser la possibilité que la dépression de la mère ou sa perturbation vienne et soit induite par la perturbation de l'enfant. Et ça nous concerne donc, nous également, de remettre en cause l'évidence de causalité simpliste. J'ai une question toute simple pour le CFT-MEA. Il y a pas mal de Belges ici et il y a les écouteurs d'outre-Atlantique. Je pense que la plupart d'eux ne connaissent pas l'instrument qui n'est connu qu'en France. Donc peut-être il faut dire ce que c'est, expliquer ce que c'est. Quelqu'un parce que le concept tombe de temps en temps. L'initiateur de cette classification française des troubles mentaux des enfants et des adolescents, c'est le professeur Roger Misès, qui a considéré au moment où le DSM-3 a été, je dirais, diffusé massivement, qu'il fallait un contrepoids, qu'il fallait conserver, je dirais, la psychopathologie, les structures telles qu'on les entend avec l'orientation psychanalytique. Et donc il a réuni un groupe de travail et il a donc créé la CFT-MEA. Et puis, dans un deuxième temps, quelques temps avant sa mort, il a proposé, cette CFT-MEA a été je dis, réactualisée. Mais quelques temps avant sa mort, il y a à peu près une dizaine d'années ou une quinzaine d'années, je ne sais plus exactement, j'ai participé de ce groupe où il y avait également Bernard Audier d'ailleurs. Il nous a proposé donc de faire la version adulte, c'est-à-dire la CFT-MEA, c'est-à-dire la même chose mais adulte. Ce qui a été fait et qui a aussi également été réactualisé peu de temps après. Et il y a une dernière réactualisation il y a 2-3 ans de la CFT-MEA. Mais comme l'avait expliqué hier Dominique Tourest-Landman, elle n'est plus validée du tout par les autorités sanitaires, on ne peut plus classer, ça reste entièrement confidentiel. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon on passe aux réponses. Alors François, je crois que vous avez... Bon, c'est une réponse très rapide. Hein. En fait, l'échec de la psychiatrie biologique, tout le monde est d'accord chez les experts. Après, le temps que ça fasse ses effets, faut des années, des dizaines d'années, je ne sais pas. Mais Denis Ribas, ça en a donné aussi un autre exemple. Les choses évoluent lentement. Bon, ceci dit, c'est notre boulot en tant que scientifique de dire que on ne sait pas quand on ne sait pas quoi. Oui, oui. D'abord la question de Louis Ciara qui est très importante. Quelle importance pour la pratique, cette idée de classer ou soigner, il faut choisir. Sur un plan épistémologique, on peut observer qu'il y a deux modes de perfectionnement technique chez les psychiatres. Il y a une modalité qui est la modalité préférée par la médecine scientifique d'aujourd'hui, qui est la spécialisation, la surspécialisation, la spécialisation dans la spécialisation. Bon. Et donc, alors il se trouve que c'est comme ça qu'on crée des postes universitaires. Donc il y a une sorte de prime institutionnelle, si vous voulez, à s'hyper spécialiser. Ce que font les universitaires en général, ça les écarte d'ailleurs des idéaux d'universalité qui devraient les structurer. Le deuxième mode de progression technique possible en psychiatrie, c'est l'approfondissement de la psychopathologie générale. Si vous consentez l'effort théorique, difficile, qui consiste à chercher à mieux distinguer déni et clivage, bon, c'est comme vous équiper d'une trousse à outils qui va vous servir en toutes circonstances, que vous vous occupiez de personnes âgées, de dépression, de psychose, d'enfants. La différence entre déni et clivage, qui tombe pas sous le sens, qui est difficile,
eh ben, elle va vous servir en toutes circonstances. Donc, première réponse à ta question, oui, il y a un impact sur la formation, en quelque sorte, clinique, intellectuelle des soignants et des médecins, si tu renonces à ne t'occuper que d'une petite classe de patients au sein des autres. Et effectivement, on observe que les collègues qui se consacrent à l'étude d'une micro-catégorie clinique, ils perdent de vue la psychopathologie générale, on ne peut plus parler avec eux, en gros. Donc ça, c'est une partie de la réponse. Deuxième partie de la réponse, c'est le résultat d'une expérience clinique prolongée, la mienne. Mais je vais citer une lettre de Van Gogh à son frère Théo. Vous savez que Van Gogh a été hospitalisé à Saint-Rémy-de-Provence pendant quelque temps, vers la fin de sa vie. Il écrit à son frère Théo la chose suivante. Si je n'étais pas entouré de personnes ayant les mêmes troubles que moi, je n'accepterais pas l'idée que je suis malade. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, comme dans l'Évangile, on voit mieux la paille qu'il y a dans l'œil du voisin que la poutre qu'on a dans le sien. Et donc, pour voir la poutre qu'on a dans le sien, on a intérêt à voir autour de soi des gens qui ont une paille dans l'œil. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est une source d'enseignement clinique très importante et c'est un détour avant l'insight que de reconnaître, s'intéresser aux troubles des autres. Et quand on est hospitalisé à longueur de journée dans une unité d'hospitalisation, on ne peut pas ne pas regarder les autres patients et s'y intéresser un minimum. C'est d'ailleurs le processus qui est exploité dans les psychothérapies de groupe. Hein, dans les psychothérapies de groupe, on exploite cet enseignement que les autres patients ont pour chacun d'eux. Bernard, je crois qu'on... Ouais. Là, Et très vite pour la CFTMA. Oui, vraiment très vite, s'il te plaît, parce qu'on a beaucoup de retard. Bon, elle n'a pas été assez diffusée, elle n'a pas été défendue par les universitaires français. Voilà, c'est un chantier en cours. Est-ce que c'est foutu? Je ne sais pas. Oui, c'était présenté comme un village gaulois, quoi. Astérix. Alors maintenant, on va passer aux deux autres interventions. Guy Dana, que j'ai déjà présenté. Vas-y, Guy. Et après, il y aura Nicolas Goubli, si on pas. Well, I will speak in French because of my accent. Faut-il repenser la discipline psychiatrique? Ce qui prolongera la question de notre ami Gonon. Parce que la situation de la psychiatrie institutionnelle, c'est-à-dire de la psychiatrie dite publique, est dans les temps présents désastreuse. Et elle n'a cessé de se dégrader depuis une dizaine d'années. Commençons par dire que cela retentit sur les praticiens en ville parce que les temps d'attente pour un rendez-vous au sein des structures du service public se sont considérablement allongés, mais parmi les nombreux signes à quoi on peut reconnaître une dégradation inquiétante de la psychiatrie institutionnelle, il en est un qui pour moi ne trompe pas, c'est que les infirmiers et infirmières se taisent, en particulier au cours des synthèses. Mais qui plus est, dans nombre de services, les synthèses ont disparu, à cause de la très grande difficulté à réunir praticiens et infirmiers, fût-ce pour un temps relativement court. Autrement dit, les échanges entre collègues disparaissent. Le problème étant que cette raréfaction des échanges concerne aussi les patients qui, faute de temps, sont souvent livrés à eux-mêmes. On en arrive à ce constat. La pénurie de praticiens est patente. Celle-ci est clairement ressentie, mais elle est d'autant plus inquiétante qu'il y a désormais une crise des vocations, crise ressentie autant chez les médecins que chez les infirmiers, ce qui interroge sur la discipline qui semble avoir perdu de son attractivité. Pour ce qui est des synthèses, je le répète,
elles ne sont plus possibles dans nombre de services. Faute de combattants, pourrait-on dire. Mais je vais bientôt vous décrire une partie du quotidien des équipes. Sur le fond, et lorsqu'on s'intéresse au discours ambiant, force est de constater que la psychiatrie n'est plus reliée qu'à la médecine. Un lien exclusif, sans nuance, avec la disparition du lien de la folie à la culture, avec de plus un rétrécissement assez dramatique de la culture institutionnelle, et une déconsidération aussi du lien social en tant que porteur d'un travail psychique. Insister sur le lien social et le comprendre comme un outil de guérison apporte aux intéressés une plus grande confiance. Au demeurant, c'est ce que rappelait Bernard avec cette phrase. C'est vrai qu'il faut qu'il y ait de l'autre. Voilà. Alors, cet aspect des choses a été relevé par notre collègue américain Thomas Insel, opportunément invité par Patrick Landman récemment à nos rencontres à Stop DSM. En effet, il se découvre maintenant, outre-Atlantique, l'impuissance des approches exclusivement médicamenteuses et tout le bienfait, entre autres des psychothérapies, et du lien social en tant que tel. S'agissant de ce dernier, il faut reconnaître que sa promotion a été de longue date soutenue par les Européens et les Français en particulier. Chacun aura en tête l'appellation de psychothérapie institutionnelle que nous devons à Daumaison et Quéclin dès 1952. Cette expression a popularisé un travail institutionnel décrivant les réalisations très porteuses de Toscaïès puis de Houry et en particulier du club thérapeutique qui est en fait une thérapie de groupe fondamentalement vouée à développer le lien social. Mais il faut relever aussi les expériences et l'inventivité de très nombreuses équipes et toujours la valorisation du lien social à travers le travail institutionnel. Maintenant, revenons à la vie institutionnelle d'un service aujourd'hui. Il y a eu une modification dans la procédure d'hospitalisation sous contrainte, avec, pour se mettre en conformité avec les standards européens, l'introduction d'un juge quand cette modalité d'hospitalisation est choisie. Ce qui aboutit à une multiplicité de certificats qui désormais doivent être rédigés 24 heures puis 72 heures, sans compter les avis motivés pour les rencontres avec le juge. Et quand vous avez entre 5 à 10 patients, ce qui d'ailleurs est un minimum, de patients sous contrainte dans un pavillon de 25, ce qui est le lot commun, le qui-vive est quasi permanent pour ne pas se mettre en faute. Je ne fais que citer notre collègue Françoise Villemain, chef de service et présidente de la CME à l'hôpital Barthélemy-Durand à Étampes. Maintenant, il est certain que la pénurie de médecins ajoute à la difficulté. Or, les hospitalisations sous contrainte se sont multipliées ces derniers temps, et pour plusieurs raisons, qui sont aussi sociétales, car les urgentistes dans les hôpitaux généraux sont confrontés à un afflux massif de patients, ce qui les oblige, soit dit en passant, à des contentions. Puis, en raison d'un principe de précaution à l'œuvre constamment maintenant en France, ils hospitalisent le plus souvent sous contrainte. Concomitamment, la vie institutionnelle doit tenir compte de la nécessité d'établir un diagnostic, nous l'avons entendu depuis hier, sous toutes ses formes, et il y a une pression qui est devenue incontournable au diagnostic. Et ceci dans la langue du DSM, qui mutatis mutandis évite toute élaboration, à mon sens, et toute problématisation, parce que le DSM est conçu pour la cible que représentent les critères qu'il souligne, mais c'est surtout pour les médicaments. Il ne faut pas se leurrer. C'est ça qui fonde aussi la raison du DSM. Bon, ok, mais ça hiérarchise autrement. C'est ça qui est grave dans les services et dans la psychiatrie d'aujourd'hui.
c'est que l'automaticité de la prescription d'un médicament est devenue incontournable, alors qu'il n'y a pas de temps pour problématiser la situation de tel ou tel. Et c'est ça qui ne va pas. Il va falloir effectivement repenser, comme disait François, la discipline psychiatrique, essayer de repenser, je dirais, les premiers temps d'approche avec un patient. C'est incroyable que ce soit la médication d'abord. Bien, alors, en fait, on a délaissé, et c'était une des raisons de la fondation de Stop DSM, on a délaissé une clinique du sujet qui, lorsqu'elle a lieu, est pourtant très précieuse. En réalité, bon, je le dis à nouveau, c'est l'élaboration et une interrogation sur la psychopathologie qui sont massivement atteintes. Allant dans le même sens, je déplore vivement que dans mon ancien service, une structure que nous appelions la maison thérapeutique ait dû fermer, car elle faisait partie de ces trouvailles institutionnelles qui permettaient à 4 patients, pour des durées de moyen séjour, de bénéficier à temps plein de liens avec tous ceux admis dans la même structure en journée et qui, dans une concertation commune, préparaient le repas de midi comme celui du soir, 7 jours sur 7, avec comme seule intention de se mettre à table ensemble et de parler de la pluie et du beau temps. Or, tel est le lien social, ni plus ni moins. Cette structure que les équipes avaient elles-mêmes mise en place permettait une réinsertion beaucoup plus facile, et il est à relever qu'une fois sortis, certains patients revenaient en journée et attestaient, s'il en était besoin, de la nécessité pour eux de maintenir du lien. Cette structure n'avait donc comme intention que de favoriser des échanges, et j'y insiste, de retrouver, à travers le lien social, concept trop malmené aujourd'hui, mais qui est le témoin autant que l'acteur d'une sortie de crise. Eh bien, tout le contraire de cette forme d'obsession du traitement médicamenteux lié au diagnostic, sans qu'aucune problématisation ne soit développée, faute de temps ou faute de culture institutionnelle, car on constate quand même qu'il y a un changement assez radical dans l'enseignement, la transmission. C'est d'ailleurs peut-être notre problème, c'est notre faute d'avoir pas pu transmettre ce qu'il en est d'un travail institutionnel. Eh bien, la maison thérapeutique aura été une parmi les nombreuses structures qui composaient dans ce service un ensemble articulé et solidaire. Or, Stop DSM a permis, comme son nom en porte témoignage, de nous alerter et de provoquer un coup d'arrêt à cette tutelle du diagnostic pour que se développe un diagnostic évolutif par la prise en considération d'une clinique du sujet. Je vous en donne un exemple bientôt. Car à la faveur de cette pluralité de lieux, eh bien, nous avons conçu le groupe Odyssée, qui, une fois par mois ou par trimestre, permettait de réunir tous les acteurs ayant connu tel patient choisi pour ses nombreuses pérégrinations. Chacun devait dire ce qu'il avait entendu du patient, et avec ces bribes de phrases, voire de mots entendus ici ou là. S'il vous plaît, si vous parlez, je n'arrive pas à parler. Je suis désolé, mais c'est très gênant. Alors, voilà. Donc, en fait, chacun des soignants disait ce qu'il avait entendu du patient. Et ça créait une clinique du sujet. Voilà, qui était tout à fait l'inverse d'une clinique du DSM. Bon. Et on pouvait s'interroger, quand on était soignant, qui que ce soit, sur l'écho que ces phrases avaient eu sur soi-même. On pourrait dire en l'autre. Bon. Et il n'est plus possible aujourd'hui de travailler de cette façon, sauf peut-être dans de très rares services qui ont conservé des moyens. Rares aussi parce qu'ils favorisent un travail psychique loin du neurodéveloppemental, notion désormais ambiante, mais surtout exclusive dans les services de psychiatrie. Eh bien, on pourrait peut-être, et je vais terminer avec cette question,
nous inspirer de ce qu'ont fait les gériatres avec la création du gérontopôle. Peut-être certains collègues savent ce que c'est. Eh bien, ils ont voulu, nos collègues, ouvrir la discipline à d'autres métiers. Rhumatologues, ophtalmologues, otorino. Bon, tous intégrés dans le gérontopôle à parité de concertation et de décision. Ah, est-ce que cette méthode est applicable à la psychiatrie? C'est une question que je pose, hein. Je ne crois pas qu'on en soit proche. Mais on pourrait peut-être, une façon de rehausser la place des psychanalystes qui est très malmenée aujourd'hui. Il faut savoir ce que c'est aujourd'hui de parler de psychanalyse dans les services de psychiatrie. Ça n'est absolument pas entendu. Et même, ça développe une forme de haine qui est quand même inquiétante. Bon. Mais si on met à parité, on essaye de mettre à parité, bon, ce que disent les neuroscientifiques, les comportementalistes et autres intervenants de la psychiatrie, peut-être qu'on peut arriver à en fait rehausser la place de la psychanalyse pour faire, dans le fond, ce qu'on pourrait appeler un psypôle. Bon, et peut-être on aurait ainsi préservé un peu, parce que pour l'instant c'est pas le cas, mais on aurait peut-être préservé la psychanalyse du désastre dans lequel elle se trouve. Ce n'est qu'une question. Merci Guy, on va passer à Nicolas et après il y aura une séance de questions vous concernant vos deux interventions. Vas-y Nicolas. C'est bon? Cela fait 10 ans que nous menons un combat que d'aucuns voudraient qualifier comme voué à l'échec. En effet, le DSM-5 est paru, malgré des critiques virulentes de tous bords, et exerce son influence dans le milieu hospitalo-universitaire, induisant une pensée unique, à orientation biologique et administrative, en excluant petit à petit toute pensée psychodynamique. Notre propos s'est opposé à ce monopole de la pensée unique, qui confine au discours religieux et écrase toute autre réflexion sous couvert de scientificité. Je rappelle ici comment la religio vera augustinienne faisait de toute autre forme de foi une hérésie. Connaissant les dangers de cette pensée dogmatique, nous avons essayé de maintenir une tension entre différentes formes de pensée concernant l'objet complexe et spécifique du diagnostic en psychiatrie. C'est une journée historique et qu'il me soit permis de faire une petite digression d'histoire. Le fondement de la médecine commence avec des diagnostics. Dans les premières observations cliniques dont nous disposons, on remarque le médecin énumérer aussi bien la présence des signes que leur absence, signifiant de facto que l'observateur possède un schéma abstrait d'une maladie déjà décrite. Nous sommes en face de l'apparition d'une première neurologie, des entités morbides avec un diagnostic, pronostic et un traitement. L'histoire de la psychiatrie depuis Pinel a suivi le même développement. La folie devient un objet scientifique et on distingue différentes pathologies qui ont des pronostics et bénéficient de traitements. L'histoire de la psychanalyse n'échappe pas à ce modèle. Freud propose à la fin du XIXe siècle sa nosologie avec des nouvelles entités morbides, la névrose de contrainte et la névrose d'angoisse. Il est très soucieux du diagnostic, notamment celui qui différencie les organisations dites psychonévroses de transfert et les psychoses. Celles-là, faute de produire une névrose de transfert, ne peuvent pas bénéficier du traitement analytique classique. La question donc du diagnostic et de son utilisation est présente à l'origine de la pensée médicale et demeure toujours essentielle. Nous allons voir que la logique du diagnostic peut cependant différer et avoir des conséquences différentes en fonction de son application. La logique du DSM conduit à des réponses des plus standardisées. Un algorithme diagnostique suivi d'une réponse médicamenteuse affinée par un soutien
TCC, une éducation thérapeutique et des programmes de réhabilitation pour les pathologies les plus lourdes. Cela devait être efficace, dans la mesure où tous les champs du biopsychosocial sont couverts. Mais non. Derrière ce fantasme d'efficience, il y a hélas une réalité clinique plus complexe que ce à quoi on voudrait tant la réduire. Nous constatons de plus en plus l'émergence et l'affinement de la notion de patient résistant au traitement. Résistant par non-compliance, non-observance, résistant parce que le ciblage des neurotransmetteurs n'est pas le bon, ou encore parce que les macrobiotes ne sont pas pris en considération pour le métabolisme des médicaments, et je vous passe des arguments, les uns plus valables que les autres, dans la logique de l'evidence-based medicine et du DSM. Je respecte infiniment les recherches et les efforts des collègues de mieux maîtriser les outils thérapeutiques, mais c'est là où commencent nos différences, parfois divergences, d'ailleurs bien salutaires. Dans la logique du DSM, la résistance n'est considérée qu'en tant qu'obstacle à la guérison, donc à briser, et ne peut s'appréhender comme une évolution possible de la modification de l'économie de la relation triangulaire maladie-patient-médecin. Le patient est ainsi réduit à un statut passif face aux scientifiques, même quand on objecte qu'il est un usager, consommateur éclairé de propositions médicales. La réalité est que la seule activité du patient est d'obéir à la bonne science ou la bonne administration qui utilise les classifications pour déterminer les taux d'invalidité, les taux de remboursement et autres droits de malade. Nous proposons une logique différente, une autre vision du diagnostic et de ses conséquences. Son seul défaut peut-être est de ne pas être standardisé comme un dessin reproductible au calque. La logique de la psychanalyse est de transformer le patient de victime d'un destin morbide en acteur de son histoire, à la fois singulière, créative et personnelle. Cette transformation se déroule dans le cadre relationnel de nos thérapies, que depuis Freud nous connaissons comme situation transférentielle de la cure analytique et de ses variants. Voici donc le point de mon intervention. En quoi le diagnostic est-il important et comment l'utilisons-nous dans une approche psychodynamique? En psychanalyse, nous n'avons pas énormément évolué en matière de diagnostic. À la limite, les quelques pages que proposait la classification française des années 60 suffisent dans notre pratique quotidienne. Ce qui s'est cependant enrichi est notre connaissance du fonctionnement psychique et des relations induites. En effet, un siècle après la découverte de la psychanalyse, on manie mieux les différentes manières d'intervenir pour créer le cadre et conduire les cures dans le but de permettre aux patients de mieux se connaître, de devenir acteurs de leur vie. La différenciation névrose-psychose n'est plus un facteur de non-inclusion dans un protocole, mais une manière d'appréhender différemment le matériel clinique et donc d'intervenir. Je vous rappellerai ici que nous avons des connaissances scientifiques, mais dans notre pratique, c'est une pratique artisanale. J'aurai recours donc à une vignette pour préciser ma vision. Je propose d'explorer l'interaction entre diagnostic et traitement dans le cadre particulier d'un centre d'accueil et de crise de secteur. Luc était venu nous voir à la demande d'un psychiatre qu'il avait reçu à la suite d'une injonction thérapeutique et nous l'avait adressé, estimant nécessaire des soins hospitaliers, redoutant un possible passage à l'acte. Nous sommes en face d'un homme de la petite trentaine, monté à Paris, après avoir été condamné à une interdiction de territoire dans le sud de la France pour violence. Il avait envoyé un homme à l'hôpital avec plusieurs fractures au cours d'une altercation sur un motif de grande banalité en apparence. Compte tenu de la gravité des faits, en totale disproportion avec le motif, des antécédents médicaux du patient et des troubles psychologiques détectés lors d'une expertise, le juge avait donc prononcé une interdiction de territoire assortie d'une injonction de soins. Voici le récit de la rencontre. Le patient réclame avec force un internement pour se mettre à l'abri et demande de précisions sur le diagnostic de troubles de la personnalité posé lors de son expertise et qui l'a conduit dans le circuit des soins. Cette nomination diagnostique l'avait en effet mis dans une perplexité existentielle qui l'agitait. Autant il pouvait comprendre le circuit pénal ou encore un internement, autant il était en mal de saisir le principe des consultations. Je lui explique que je suis très sensible à sa requête, mais que j'ai besoin de le connaître avant de pouvoir me prononcer.
En même temps, je manifeste ma propre interrogation quant à sa demande. En effet, lui ai-je dit, pour autant qu'elle reconnaisse sur ce qui délit égale peine ou folie égale internement, comment pourrait-on relier le diagnostic des troubles de la personnalité à une injonction thérapeutique? En mon intérieur, je me retournais à la propre question du patient. Quel était pour lui le sens de ce diagnostic de l'expert? Quel était le sens de l'injonction du juge? J'ai pensé alors que cette interrogation couvrait possiblement un champ de questionnement qui, sans se formuler clairement, oscillait entre un « qu'est-ce que j'ai ?» passant par un « qui suis-je ?» pour arriver à une question plus délicate « qui suis-je à vos yeux ?» Cependant, je sentais aussi que le patient était loin de pouvoir se formuler ce genre de réflexion, d'où sa tension psychique derrière la force de ses revendications. Ma première démarche donc était d'apaiser la tension de la rencontre pour rendre possible la transformation d'une injonction abstraite et non comprise en occasion de soins assumés dans une alliance thérapeutique à construire. À l'issue de mes réflexions internes, je lui propose donc de momentanément laisser de côté sa demande d'internement et de clarification sur le diagnostic. Alors, pourrions, lui dis-je, y revenir à l'issue d'une réflexion en commun centrée aussi bien sur son état actuel que sur son histoire. Par la mise en lien et l'introduction de la perspective du temps, je tente là de le sortir du factuel du récit et du danger du passage à l'acte, montrant ouvertement une manière de penser la situation et proposant entre les lignes un terrain identificatoire, un fonctionnement psychique qui le sort alors de la tyrannie du besoin immédiat d'un recours à l'acte sur la belle formule de Claude Ballier. Luc s'apaise et se sent à même de raconter son histoire. Avant l'incident violent récent, et à l'âge de 17 ans, il avait blessé sa mère à l'arme blanche suite à une altercation. Il se décrit comme potentiellement très violent et incontrôlable, ce qui contraste avec une présentation retenue, un visage affable, presque infantile. Je lui demande ce qui lui passait par la tête au moment de ces actes agressifs passés, ce à quoi il a du mal à répondre. Aucune image, aucun fantasme ne lui vient à l'esprit. Il était dans l'acte, dans la nécessité d'une décharge motrice, d'une tension ressentie comme physique. Je lui propose ensuite de faire un lien avec son vécu actuel. Qu'est-ce qui avait précédé sa montée de tension? Il me répond que depuis son arrivée à Paris, il est au chômage et ne fait rien, se sent inutile. Il y a quelques jours, une femme l'a bousculé dans le métro. Elle est passée devant lui sans faire attention, sans s'excuser. À ce moment, a-t-il continué, il a eu envie de la démolir, ce qui lui a fait peur. Depuis, il ne sort pas de chez lui, il se sent tendu, n'arrive pas à dormir ou se calmer avec ses activités ordinaires, le sport de combat ou les jeux vidéo. Luc ne voit pas d'autre solution que celle de l'internement. Je lui demande s'il visualise la démolition de la femme qu'il avait bousculée, ce à quoi il me répond par la négative. Il ne voit pas de scénario, il a juste envie de cogner et démolir. L'absence d'image dans sa tête, lui dis-je, est de plus grand intérêt, car ce sont là des éléments qui nous permettront de mieux cerner sa manière de fonctionner et donc de trouver réponse, aussi bien aux questions qu'il animait, à une nouvelle question qui pourrait devenir la nôtre. Comment y réfléchir ensemble pour trouver les soins appropriés? Cette phrase le fait visiblement tiquer. Réfléchir ensemble. Il ne sait pas ce que c'est. Il avait été interné pendant quelques mois en psychiatrie à la suite de l'agression de sa mère et avait reçu un traitement qui l'avait abattu sans le calmer vraiment. Le suivi mensuel avec renouvellement de son traitement après sa sortie d'hôpital ne lui avait aucunement permis une quelconque compréhension de son état. Il l'avait d'ailleurs interrompu. Par la suite, une qualification professionnelle maintenance informatique lui avait permis de trouver du travail. Cependant, très susceptible et irritable, il changeait souvent de lieu de travail avant qu'une bagarre n'éclate. Il avait peur de lui-même, de ces tensions qu'il n'arrivait pas à maîtriser. L'épisode violent précédant son injonction était lié à un différend professionnel où il s'est senti agressé et ignoré, dit-il. Au fil du discours, je le sentais dans une tonalité de récit factuel, sans relief affectif. Je l'ai donc interpellé à ce moment pour l'aider à faire un lien avec sa tension récente.
Il ne voyait pas où je voulais en venir. Je lui ai alors expliqué que je pensais qu'il y avait des aspects communs entre les situations, mais que la tension qu'il éprouvait au niveau physique était telle qu'elle l'empêchait de les penser. De sorte qu'il se trouvait entre le scylla de la démolition de celui qui provoquait la tension et le charybde de la fuite, comme si cette tension abolissait sa capacité de réflexion. Penser à la situation qu'il me décrivait, penser aux conséquences d'un acte, penser à l'autre, se penser soi-même, penser tout court, devenaient des choses impossibles, et je continuais. Je l'aidais à entrevoir qu'en passant à l'acte, il déchargeait sa tension et que sans cela, il restait avec l'attention présente. Luc déclara que ces descriptions correspondaient en effet à son vécu, mais le laissaient sans solution à venir, car il se trouvait constamment dans la même situation, contre-attaquer ou fuir. Je lui répondis qu'il ne voyait pas de solution, qu'il avait pris l'habitude de rester seul face à ce problème. L'injonction de soins devenait l'occasion de rencontrer quelqu'un pour réfléchir ensemble et découvrir d'autres manières de résoudre son problème. Aussi, ai-je poursuivi, ne pas envisager une solution immédiate, l'internement qu'il réclamait au début, pourrait devenir une occasion de poursuite à l'exploration de sa question de diagnostic en évitant une répétition d'un circuit déjà connu de lui. Je lui ai alors proposé une deuxième rencontre rapidement en lui indiquant ce qu'il fallait faire s'il se sentait particulièrement mal, le centre étant ouvert 24 heures sur 24. À la deuxième rencontre, il vient plus serein, avec une envie à la fois de trouver une solution et de comprendre ce qui lui arrive. Je l'invite alors à nous parler de sa vie, de son histoire. Il est revenu sur mes descriptions qui lui paraissaient exactes, mais en précisant qu'il ne savait pas qu'en faire. Je lui ai alors demandé comment était son enfance. Il me répondit qu'il était un enfant turbulent, instable. À la maison, les choses étaient difficiles. Son père invalide était violent, alcoolique et le battait souvent. Sa mère, violente elle aussi, lui criait tout le temps dessus et lorsqu'elle en avait assez de ses bêtises, faisait intervenir son mari. L'épisode avec sa mère qui l'avait conduit à son enterrement venait à la suite d'une dispute banale dans l'ambiance familiale qu'il avait décrite sans qu'il se soit passé quelque chose d'extraordinaire. Luc parle de manière toujours factuelle, sans beaucoup d'émotion, ce que je lui fais remarquer. Il me répond qu'il a toujours eu du mal à ressentir ses émotions, oscillant entre un état de tension qu'il arrivait à calmer par son activité de sport de combat ou avec le jeu vidéo, mais ne pouvait pas parler de ses émotions. Il n'était pas quelqu'un de colérique ou violent comme son père, mais il lui arrivait de péter les plombs, de manière disproportionnée au regard de ce qu'il éprouvait comme agression. Je lui dis alors qu'il était temps de parler de sa question sur le diagnostic. Le trouble de la personnalité était un diagnostic exact qui couvrait bien tout ce que nous avions décrit. Mais il s'agissait d'un diagnostic statistique qui ne répondait pas à ces interrogations. C'est pour cette raison, lui ai-je ajouté, que le diagnostic officiel était comme les photos d'identité où on nous demande de ne pas sourire. Une nomination très impersonnelle qui nous laissait sans vraie possibilité de travailler ensemble. Je lui ai donc proposé une image en guise d'explication du diagnostic. Une bombe à mèche courte. Une fois allumée, il explosait. Cette remarque l'a fait rire. En même temps, lui ai-je dit que c'était des éléments qui pouvaient travailler, à savoir de la même façon que nous avions pu voir la notion de temps lors de précédents entretiens, il pouvait saisir l'occasion de l'injonction de soins pour comprendre comment il était devenu cette bombe ambulante et comment il pouvait faire pour allonger la mèche, la désamorcer ou même cesser d'être une bombe. Je lui proposais donc un diagnostic plus personnel, à côté de l'officiel, qui pourrait dès lors devenir un outil de travail lors d'un suivi à notre centre de consultation. Luc m'a demandé de préciser mon idée de la bombe. Cette idée ne lui plaisait pas énormément. Qu'est-ce qu'elle pouvait contenir? Pour quelle raison avait-il cette mèche courte? Était-il dangereux? Je lui ai répondu que ces questions constituaient pour moi une première interrogation qu'il pouvait désormais partager avec quelqu'un. J'ai ajouté que d'après ce que je comprenais de son récit, l'élément d'agression qu'il avait vécu dans toutes les circonstances évoquées était surtout le fait que l'on l'ignore. C'était bien plus cela, à mon sens, qui le plongeait dans une profonde angoisse et court-circuitait sa pensée, le conduisant aux explosions violentes ou implosions comme sa fuite. S'il y avait un danger,
Il s'agissait du danger de ne pas pouvoir saisir alors l'occasion de réfléchir, effectivement le condamnant à rester dans la répétition. D'ailleurs, son objection à mon diagnostic fut un premier élément de travail, car la bombe avait été mon idée, mon image. Il fallait qu'il en arrive à la sienne, une image de lui-même à construire dans un travail thérapeutique. Cette courte vignette m'inspire plusieurs commentaires. Notre cadre de travail a sensiblement évolué ces dernières années. Les pouvoirs publics poussent souvent à poser des diagnostics comme si nos diagnostics psychiatriques avaient la même réalité que les diagnostics physiques. Or, cette nomination est plus complexe et dans plus d'un cas tombe comme un verdict, figeant définitivement le patient soit dans une situation de malade, soit, comme dans notre cas, dans une perplexité sans issue véritable autre que la répétition. Amener un patient relevant de la psychiatrie dans le domaine de la demande personnelle d'un travail thérapeutique est un défi délicat. Il passe par une reconnaissance d'un fonctionnement psychique, souvent sous l'empire de l'urgence, de la décharge, et aboutit à l'accompagnement vers des fonctionnements plus élaborés et partagés. En revenant sur les interrogations qui m'avaient animé au début de la rencontre avec Luc, sa question latente « Qui suis-je à vos yeux ?» était passée d'un verdict excluant, malade à interner, à l'attention des limbes médico-judiciaires, quelqu'un entre crime et psychiatrie, puis à un espace potentiel d'une rencontre thérapeutique que je proposais. L'objet de la rencontre devint ainsi la mise en perspective des enjeux de son narcissisme primaire. Ici, le patient est sur un terrain identitaire vacillant et recherche un ancrage. Ces communications ne doivent pas être appréhendées seulement dans leur dimension sémantique, mais dans leur lien avec le chaos des émotions. La relation thérapeutique, le dialogue dans un langage partagé à construire, peut devenir ainsi cet ancrage ouvert, matrice des transformations. C'est d'ailleurs, à mon sens, le terrain généreux et opportun de l'injonction thérapeutique quand cela peut fonctionner. Reconnu dans une dimension de souffrance qui, elle, demande d'être résolue, le patient peut donc passer à un travail thérapeutique. Le diagnostic comme acte de domination se complexifie donc comme un travail de diagnostic de fonctionnement psychique et d'évolution du patient dans le cadre d'une relation transférentielle. Ce travail clinique est issu de notre tradition psychiatrique classique, enrichi par l'apport de la psychanalyse, mais soumis aujourd'hui au risque déjà là d'un danger d'appauvrissement. Il est intéressant de constater comment une application protocolaire d'information brute, le diagnostic de l'expertise, peut transformer l'intention bienveillante de la loi en une situation potentiellement contre-productive. En faisant de nos patients des usagers informés, comme si le soin n'avait pas une dimension singulière et que le diagnostic était une nomination statistique, réifiante, déshumanisante, on risque de perdre tout le potentiel de l'esprit des lois et de l'esprit des soins. En revanche, le diagnostic proposé comme outil de travail partagé ouvre des possibilités thérapeutiques tellement plus riches. J'espère en avoir suffisamment rendu compte. Tu as réélaboré un peu cette observation. Il me semble que tu en avais déjà parlé. C'était déjà très intéressant. Là, tu as réélaboré les choses. Très bien. Alors, des questions courtes, avec des réponses courtes. Voilà, il y a déjà deux. Ça sera peut-être les deux seuls. Et après, on passera. Alors, je ne sais pas si Stop DSM va remercier Nicolas d'adresser par mail un document où il y a comment fabriquer une bombe humaine à mèche courte. Et j'espère qu'un algorithme attentif va scanner les termes employés. Nous verrons. Est-ce que, de votre avis, on peut articuler vos deux interventions entre l'attaque contre le lien humain que nous voyons actif non seulement en psychiatrie, mais aussi en médecine hospitalière, d'un côté, et le déni actuel de l'impossibilité de prévoir le passage à l'acte d'un humain, même si on est un expert psychiatre ou un consultant, et qui est patent actuellement
dans les exigences, dans les illusions des attentes sociales. J'aimerais revenir sur la proposition de Guy Dana à propos du psychopôle, qui est intrigante comme idée, et il en donne comme exemple comme le gérontopole. Et je rajouterais qu'il y a quelque chose qui existe depuis fort longtemps, qui est le pôle adolescent, avec les maisons d'adolescents, la maison de Solène par exemple, mais il y en a maintenant dans toute la France. C'est-à-dire, en fait, au fond, une situation phénoménologique qui ne renvoie pas forcément à la pathologie. Et je crois que c'est ça, surtout, qui me semble intéressant dans ta proposition. C'est simple, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, et je pense que François Gonon nous l'a expliqué fort bien, aujourd'hui, il n'y a pas de possibilité autre lorsqu'il s'agit de souffrance, ce qui est le cas de l'adolescent, ce qui est le cas de la vieillesse. Mais comment pourrait-on rapporter la vieillesse ou l'adolescence à une pathologie? Certainement pas. Hein, voilà. Mais nous avons cette tendance à faire que la souffrance soit rapportée à une pathologie, et lorsqu'elle l'est, à ce moment-là, la médecine s'en empare de façon linéaire. C'est-à-dire que à telle souffrance correspond telle position, tel symptôme, tel syndrome. Tout ça, ça nous a été très bien expliqué par Bernard Audier. Je pense que finalement, le psychopôle, ce serait la reconnaissance du fait que la vie psychique ne s'apparente pas à un organe. Et ça, c'est quelque chose qui date depuis Freud. Il est quand même passé d'une médecine linéaire à titre du réflexe médulaire à la vie psychique, c'est-à-dire de quelque chose de linéaire à quelque chose de réticulaire, un réseau. Et je pense qu'effectivement, il y aurait la possibilité de venir à l'idée d'un réseau qui fait que les différentes disciplines sociales, médicales, etc., pourraient effectivement faire réseau et aider les personnes. Ce que je crains, c'est que ça soit trop tard. Je crains même que nous ayons, nous, psychanalystes, raté un coche à l'époque où nous étions dans une position assez impérialiste par rapport à la chose psychique. Et que nous aurions peut-être pas accepté à ce moment-là qu'il y ait un réseau autour du psychiatre ou du psychanalyste qui soit composé de sociologues, de médecins, etc. Et voilà, il y a une espèce de tendance finalement toujours linéaire et qui viendrait s'opposer en permanence à la structure réticulaire de la pensée, parce que toute pensée est réticulaire. Oui, ça je te remercie Jean-François, mais le problème justement c'est d'éviter le passage à l'acte, pour se relier à ce qu'a dit Nicolas, le passage à l'acte médicamenteux, c'est-à-dire des réflexes aujourd'hui dans les services de psychiatrie qui évitent toute élaboration, il n'y a rien. Et il n'y a que, et lorsqu'un patient va mal, on ne l'écoute pas, on change de traitement. Et ça, c'est désastreux. Et je pense, en effet, tu as raison d'insister sur le réticulaire, parce que nous avons besoin de nous articuler les uns les autres. Il n'y a pas que la psychanalyse, bien sûr. Et c'est vrai qu'à une certaine époque, nous étions un peu impérialistes, nous étions sans doute enclins à faire taire les autres. Ça, c'est pas terrible. Bon, il faut le reconnaître. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire pour relever le niveau? Parce que la psychanalyse, c'est un grand mot aussi. Ce qu'il faut, c'est qu'il y ait de l'élaboration. Ça appartient à la psychanalyse, mais d'ailleurs pas seulement. Mais l'élaboration est au point mort. Moi, je vous dis ce que j'entends de mes collègues. Hein. Et ça, je trouve que c'est très grave. Juste deux mots. Merci pour ta question, Denis.
c'est très important de voir comment les nominations peuvent provoquer des situations contre-productives. On voit ça souvent comme expert, j'étais appelé à faire quelques remarques. J'ai le souvenir souvent dans un tribunal, il y avait une situation de viol et le juge à un moment donné s'est adressé au délinquant en lui disant « Mais vous vous rendez compte, vous avez ruiné à vie la situation de cette femme. » Il ne se rendait pas compte que comme ça, il faisait un verdict qui était destructeur. Parce qu'il niait la possibilité à cette femme de transformer même un trauma ultra-violent en quelque chose d'autre. Notre travail est là, c'est-à-dire de saisir les situations, toutes les situations, et potentiellement, dans des rencontres différentes, produire autre chose. Je profite là juste un instant pour remercier Bernard, avec qui nous avons travaillé plus de 20 ans presque ensemble. Bernard, malgré donc son papier extrêmement théorique, est un être extrêmement intuitif. Il a une réaction rapide, il comprend très vite les patients. Mais là, ce qu'il nous proposait, c'est la théorie de la pratique, ce qui est de la plus grande difficulté. Nous sommes des praticiens et comprendre, décomposer ce qu'on fait pour avoir une idée plus claire sur cette intuition ou cette application artisanale que j'ai dit est une tâche extrêmement complexe. Donc merci de votre attention, merci Bernard de ton travail.